Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité en ce samedi 16 mars. Les arnaques en ligne se font de plus en plus présentes dans la vie de tous les jours. Des appels, des SMS, des mails frauduleux qu'il est parfois très compliqué de déceler. Nous verrons comment la Maison du Numérique sensibilise les monégasques face à ces risques. Le pavillon Bozio organisait sa journée porte ouverte. Aujourd'hui, un événement important pour l'école d'art plastique pour faire connaître ses formations et ses très nombreux projets. Et puis ce jeudi, les rencontres philosophiques de Monaco organisaient un échange autour du thème « La vie à deux ». Un des intervenants de cette soirée, le psychanalyste Serge Effez, sera avec nous pour parler de ce concept social. Le printemps des arts bat son plein en principauté. Focus ce soir sur le violoncelliste Henri de Marquette qui s'est produit au One Monte Carlo ce vendredi. Et enfin, nous prendrons la direction des États-Unis pour votre chronique hebdomadaire. Alexandra Pani s'est intéressée cette semaine aux festivités de la Saint-Patrick et aux traditions américaines. Vous avez peut-être déjà reçu l'un de ces mystérieux messages vous demandant de confirmer une transaction ou de retirer au plus vite un colis que vous n'avez jamais commandé. Je vous parle bien sûr des arnaques. Il en existe beaucoup aujourd'hui sur Internet. Alors pour savoir comment les reconnaître et surtout comment les éviter, la Maison du Numérique organise des ateliers chaque semaine. Théo Schumer et Arnaud Imbert ont suivi l'un d'eux. Les arnaques en ligne n'ont jamais été aussi élevées, alors à la Maison du Numérique, vous pouvez apprendre à les déceler, celles que vous connaissez déjà et d'autres bien dissimulées. Les arnaques en ligne, c'est de plus en plus d'actualité. On a de la chance à Monaco parce qu'il y a beaucoup de prévention qui est faite pour ça. La sûreté publique est aussi là pour accompagner les gens. La Maison du Numérique, avec l'affluence qu'on a eue ces derniers mois, on a de suite ressenti l'importance de créer des ateliers sur les arnaques en ligne pour présenter aux gens les arnaques les plus courantes. La majorité concerne les arnaques reçues par email, donc des fausses entreprises qui envoient des emails qu'on appelle de phishing ou de hameçonnage, dans lesquels ils demandent de cliquer sur un lien et de rentrer leurs informations personnelles pour ensuite accéder à leur compte sur le vrai site. Et ce n'est pas le seul exemple, les arnaques en ligne sont très nombreuses et de plus en plus originales. Alors cet atelier tente de les rassembler à travers plusieurs modules. Si vous recevez donc un mail ou un message et vous n'êtes vraiment pas sûr de la personne qui vous a envoyé ça, vous ne répondez pas, vous ne rentrez pas en contact avec ces gens-là. Car même ce qui paraît normal tel qu'un simple message peut en fait cacher une escroquerie. Jean-Claude en sait quelque chose, il en a lui-même déjà été victime. Dans une entreprise que je dirais, j'avais acheté du matériel pour l'entreprise, il y en avait peut-être pour 100 € et on nous a à peu près arnaqué de 15 000 €. C'est cette expérience qui vous a encouragé à vous inscrire à cet atelier aujourd'hui ou pourquoi vous êtes inscrit en fait ? Pour voir ce qu'il y a comme arnaque et comment on peut les supprimer. Et voilà, il y a toujours une solution. Je fais attention, mais on peut toujours apprendre quelque chose de plus. La Maison du Numérique propose des ateliers sur plusieurs thèmes. Celui-ci sur les arnaques est programmé au moins une fois par semaine, du mardi au samedi. Si vous aussi souhaitez y participer gratuitement, rendez-vous sur le site www.maisondunumérique.mc. Ce samedi, l'école supérieure d'art plastique Pavillon Bozio ouvrait ses portes au public. L'occasion de venir rencontrer des étudiants, des professeurs, mais également de visiter les salles et les ateliers. Justin Adel et Hugo Comaza ont été y faire un tour. Au cœur de Monaco, sur le rocher, le pavillon Bozio forme les artistes de demain. Différentes disciplines artistiques sont proposées à l'enseignement. Il y en a pour tous les goûts. On enseigne tous les médiums traditionnels qui sont enseignés en école d'art, la photo, la vidéo, le graphisme, le son, enfin tous ces médiums-là. Mais il y a cette couleur spécifique de notre école qui est la scénographie. Cet enseignement très spécifique de notre école, il irrigue les enseignements dès la première année et il se déploie jusqu'en 5e année. Cette journée portes ouvertes permet au public de voir comment fonctionne l'établissement, mais aussi de visiter les différentes salles et ateliers. Les étudiants peuvent partager leur parcours, leur passion et au passage donner envie d'intégrer l'école supérieure d'art plastique. C'est surtout une immersion dans l'univers créatif du pavillon Bozio. C'est toujours bien de venir voir concrètement les écoles, la façon dont elles fonctionnent parce que chaque école est très différente. Et ça permet surtout d'avoir un retour d'une première étudiante, enfin d'une étudiante en première année qui est très concrète en fait. Je sais en tant qu'étudiante qui était complètement perdue à pas savoir quoi faire que pouvoir parler avec des gens
qui sont déjà dans le milieu et qui ont déjà eu l'occasion de découvrir plein de trucs, ça aide énormément. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ma prépa, c'est comme ça que je suis rentrée ici. Elles expliquent vraiment ce qu'elles ont parcouru et leur ressenti, et pas forcément que la forme, mais plus le fond de ce qu'elles font. Et c'est vraiment très complet. Une JPO importante, d'autant plus que les bulletins d'inscription au concours d'entrée et aux commissions d'admission et d'équivalence sont déjà disponibles sur le site internet de l'école. Parlons à présent de la vie à deux, un concept auquel chaque humain est habitué et qui revêt un caractère naturel. Pourquoi envisageons-nous la vie avec un ou une partenaire? Que signifie être en couple? Comment faire fructifier l'amour? Ce sont autant de questions qui ont été posées lors des rencontres philosophiques qui se sont déroulées ce jeudi soir au théâtre Princesse Grace. Le psychanalyste Serge Effez était un des intervenants de ces échanges. Il est avec nous ce soir pour nous éclairer sur le concept de la vie à deux. Bonsoir Serge Effez. Bonsoir. Comment définissez-vous déjà la vie à deux? Quand on parle de vie à deux, on pense immédiatement au couple et à la conjugalité. Mais enfin, il y a d'autres formes de vie à deux. Il y a des mères et des enfants, il y a des colocataires. Mais enfin, vie à deux, ça engage quand même la question du couple. C'est une nécessité naturelle pour l'homme de trouver sa moitié? Disons que c'est inscrit dans la culture depuis toujours pour une raison bien simple, c'est que l'homme se reproduit et que pour se reproduire, il faut être deux. Qu'il faut pouvoir procréer, faire des enfants, et que donc depuis toujours, cette vie à deux, elle est inscrite dans l'histoire de l'humanité, et elle est surtout inscrite depuis toujours autour du mariage. Toutes les sociétés ont toujours tourné autour du mariage. Toutes les sociétés ont toujours été des sociétés matrimoniales. Les sociétés traditionnelles continuent à être des sociétés matrimoniales. Et ce qui est différent aujourd'hui, c'est que le mariage perd sa place, pas le couple. Pas le fait de vivre à deux, mais le mariage comme organisateur de la vie à deux. Parce que représente aujourd'hui le mariage pour un couple et pour une vie à deux? Le mariage, c'est devenu justement comme un avatar des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire que quand même, on a une petite nostalgie de ce qu'a été le mariage pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et depuis la création du monde. Mais c'est plus de ce mariage-là dont on veut, parce qu'on sait qu'on peut en sortir aussi rapidement qu'on y est rentré. Donc ce qu'on veut à travers le mariage, c'est symboliser quelque chose, symboliser que ce couple, il compte vraiment, que cet homme, cette femme, ou d'ailleurs ces deux hommes ou ces deux femmes, puisque c'est possible aussi aujourd'hui, ils s'aiment réellement, et que c'est une manière d'authentifier cet amour auprès des amis et auprès de la famille. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la vie à deux d'après vous? J'ai presque envie de vous dire que c'est l'amour qui est le plus compliqué dans la vie à deux. Parce que vivre à deux, finalement, comme deux colocataires, quand on peut s'organiser, qui fait les courses, qui fait le ménage, à quel moment on se distrait, à quel moment on travaille, enfin tout ça c'est assez facile. Mais l'amour est un sentiment extrêmement complexe. L'amour, c'est un sentiment qui est très chargé évidemment d'affects positifs, mais aussi d'affects négatifs, de peur d'être quitté, de peur d'être abandonné, de peur de l'intrusion, de peur de la séparation. Donc cet amour, dans la vie à deux, il complique un petit peu les choses. On a peur d'être moins aimé, de ne pas être désiré. Donc tout ça rend la vie à deux plus complexe, et c'est uniquement dans le cadre de la conjugalité, évidemment. On utilise souvent l'expression pour désigner un couple 1 + 1 = 1. Est-ce que dans cette formule mathématique, on peut y voir un certain abandon d'une totalité d'une seule et même personne pour former un couple en harmonie? C'est justement l'inverse. Alors moi j'ai deux formules mathématiques, celle-là, 1 + 1 = 1 ou 1 + 1 = 3. Alors 1 + 1 = 1, ça veut dire qu'on est dans un couple amoureux, passionnel, fusionnel, qu'on a l'illusion qu'on pense exactement la même chose, qu'on ressent les mêmes choses, qu'on regarde ensemble dans la même direction. Bref, on ne fait qu'un. La passion nous rend comme un être à deux têtes, et ça ne dure qu'un temps, parce que ce n'est pas possible comme ça, parce que l'autre est autre, l'autre est différent. Donc il y a un moment où on passe à 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que le couple, la relation de couple, la conjugaison des deux, c'est-à-dire les règles qui se mettent en place dans la vie et qu'on édifie ensemble, elles viennent médiatiser cette relation à deux. Alors dans la vie à deux, il peut y avoir aussi l'apparition d'enfants. Qu'est-ce que cela remet en question dans une vie de couple ?
Ça remet tout en question. Alors en général, l'enfant est quand même, on me le dit beaucoup, le ciment d'un couple. Pourquoi ? Parce qu'au moins, les deux protagonistes du couple, eh bien, ils se retrouvent dans un amour tout à fait équivalent pour cet enfant et pour l'émerveillement qu'il ressentent pour cet enfant. En plus, aujourd'hui, les relations sont beaucoup moins complémentaires entre les hommes et les femmes. Les papas s'occupent beaucoup plus des bébés, ils sont là à l'accouchement, ils font les premiers soins, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges autour de l'enfant et beaucoup d'équivalence émotionnelle autour de tout ce que l'enfant transforme chez son parent. Je dirais que l'inconvénient de ça, c'est que ça peut aussi créer justement de la rivalité, ça peut créer des malentendus, qui fait quoi, qui sait quoi, qui est spécialiste. Quels sont les points fondamentaux pour la réussite d'un couple sur le long terme ? Vous savez, on attend énormément du couple aujourd'hui. On attend à la fois que ce soit le lieu de la tranquillité, de la stabilité, du bonheur, et en même temps le lieu d'une certaine excitation, d'une sexualité qui va continuer indéfiniment, de l'invention du lien, de la relation, de ses objectifs, de ses projets. Et c'est ces attentes contradictoires qui sont un petit peu difficiles à réaliser. Donc, je crois que c'est de trouver un peu la position médiane entre effectivement réinventer la relation, trouver des nouveaux ingrédients à la relation. Merci beaucoup Serge Effès d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Ouvrons une page artistique à présent. Sur les dizaines de concerts programmés au Festival du Printemps des Arts Monte-Carlo, un certain nombre sont consacrés à des portraits d'artistes. C'était le cas ce vendredi au One Monte-Carlo. Le violoncelliste Henri de Marquette a joué en trio des pièces de Beethoven avant de jouer en soliste ce dimanche. Retour sur cette soirée avec José Sacré, Thomas Deus et Clélia Renaud. Dans le programme très riche du Printemps des Arts de Monte-Carlo, 3 musiciens font l'objet de carte blanche cette année. La chef d'orchestre Laurence Equilbet, le quatuor Modigliani et le violoncelliste Henri de Marquette à l'affiche de 2 concerts, en soliste dimanche 17 mars et ce vendredi 15 mars, ils jouaient en trio avec la violoniste Sayaka Soshi et le pianiste Jean-Frédéric Neuberger, les trios avec piano numéro 1, 5 et 7 de Beethoven. Partager la musique de chambre avec ses musiciens, ses amis de prédilection, ça c'est irremplaçable parce que c'est le partage, c'est le dialogue, c'est jouer sur les différences, c'est se confronter, se discuter, c'est extrêmement vivant. Donc ça et puis être seul, c'est la réflexion, l'introspection, affirmer ses propres choix, prendre des risques, enfin donc être uniquement responsable de son destin. Donc c'est très très différent et les deux procurent des joies différentes. Et ce que j'ai proposé à Bruno Mantovani, c'était de jouer avec Sayaka Soji et Jean-Frédéric Neuburger. C'était ça. Après, peut-être qu'on était d'abord parti sur Schubert et puis avec le thème du festival, on a trouvé que Beethoven était particulièrement adapté parce qu'on peut avoir une œuvre du début de la vie de Beethoven et puis une œuvre de la fin de la vie de Beethoven. Comme ça, on parcourt toute la durée de créatrice de sa vie et ça, c'est passionnant parce qu'on voit comment un être, un compositeur, mais aussi un être de chair et de sang évolue. Et ça, c'est très beau, c'est très émouvant en fait. Dimanche 17 mars, Henri de Marquette interprétera en soliste les suites pour violoncelle seul numéro 1 et 6 de Bach et les suites numéro 1 et 3 de Benjamin Britten. Restons dans la musique avec notre prochaine invitée. Elle est violoniste à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et raconte dans un livre son histoire, son parcours exceptionnel qui l'a mené jusqu'à Monaco. Zhang Zhang réside en principauté depuis plus de 20 ans.
Née en Chine, elle a un destin particulier qu'elle a tenu à partager dans son ouvrage La Voix de l'archer aux éditions Fayard. Zhang Zhang était dernièrement l'invitée des rendez-vous culturels de l'hôtel Métropole, un moment au cours duquel elle a pu échanger avec ses lecteurs. La violoniste nous fait le plaisir également d'être avec nous sur Monaco Info ce soir. Elle est interrogée par Émilie Rousseau. Merci d'être notre invité ce soir pour évoquer votre dernier ouvrage, La Voix de l'archer, paru aux éditions Fayard. Que raconte ce livre ? C'est une autobiographie et pour moi, c'est plutôt comme un témoignage et un hommage. C'est un livre qui nous emmène avec vous, de la révolution culturelle en Chine jusqu'à Monaco. C'est votre parcours de vie, pour ainsi dire. Oui. Ça commence en Chine. Je suis née en plein milieu de révolution culturelle et je parle pas mal au début du livre de la Chine de cette époque, mais aussi même la Chine avant. Comme je suis une enfant exilée, enfant migrant, je pense que j'ai gardé un grand amour pour mon pays natal et aussi surtout pour la civilisation chinoise. Et avec ces livres, je voulais rendre hommage non seulement à l'histoire de Chine, mais aussi toutes les personnes qui m'ont inspirée. Et la deuxième moitié des livres, on parle plutôt des parcours d'un enfant migrant assez seul. Et moi, je pense que ces livres aussi, c'est un hommage aux principautés parce que vers la fin des livres, on voit bien que cette jeune musicienne, c'est grâce à le fait que je suis arrivée à Monaco en tant qu'étudiante à l'époque que tout était possible. Je pense que la Chine, c'était un peu le jardin où le grain était posé, mais l'arbre a eu la possibilité de développer ici sur la côte de Méditerranée. Vous l'avez évoqué, hein, c'est un parcours hors norme, un parcours aussi, on peut le dire, cabossé, où vous avez connu l'exil, la peur, mais qui finalement a une issue plus que favorable et plus que belle pour vous. La résilience humaine, c'est universel. Et je pense que même s'il a l'histoire un peu particulière de mon histoire, mais je pense qu'il y a des thèmes qui sont universels. Par exemple, j'étais un enfant battu. J'ai jamais parlé de ça avant ce livre, jamais dans des discours ni dans les interviews, parce que pendant longtemps, j'ai eu honte d'être un enfant battu. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'être honnête parce que je pense que partout, il y a des adultes et aussi des enfants qui vivent et qui ont vécu ces moments difficiles. Mais j'ai envie de profiter de ces livres, de dire que si moi, je peux arriver de survécu ces genres d'expériences, je pense que tout le monde, il faut garder l'espoir. Le racisme, vous en avez été aussi victime ? Oui, je pense que les discriminations... si c'est par rapport à la race, l'origine, la pauvreté, j'ai vécu ça, oui. J'ai parlé de ça quand on a quitté la Chine à l'époque. La Chine était encore un pays très pauvre. C'était les débuts des années 80. C'est pas des Chinois qu'on voit aujourd'hui, hein, qui viennent à Paris avec des beaux sacs à main, voilà, les montres. C'était une Chine encore... assez fermé sur le début d'ouverture. Donc oui, j'ai confronté à ça, c'est-à-dire que surtout en Asie du Sud, on traite les Chinois qui viennent de Pékin à l'époque avec mépris. Et Zhang Zhang, qu'est-ce qui a été l'étape marquante de votre vie ? Qu'est-ce qui vous a permis de reprendre le contrôle de votre destin ? Je pense que c'est le moment que j'ai décidé de faire mon choix à moi, même si tout le monde était contre. Tout le monde, je veux dire, si les adultes autour de moi, en tant que jeune adulte, j'ai quitté la maison assez tôt. Mon père m'a chassée de la maison, j'avais 16 ans. J'ai commencé à travailler. Et j'ai eu la chance d'être bien entourée par des adultes qui étaient bienveillantes autour de moi. Et surtout, à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré mon maître, mon grand maître, et qui a changé mon destin. Et je pense que ça aussi, aujourd'hui, je pense que n'importe qui,
on peut vraiment changer la vie de quelqu'un, même si peut-être on ne réalise pas. Parfois, c'est un mot de gentillesse, un peu d'attention, d'écoute, parfois juste la présence. Et beaucoup de personnes à Monaco, dans les communautés internationales de Monaco, qui m'ont ouvert le bras, le porte, le cœur. Et si je suis arrivée de qui je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à toutes ces personnes-là. Et cette histoire, votre histoire, est donc à découvrir dans votre ouvrage La Voix de l'Archer, paru aux éditions Fayard. Merci infiniment, Zhang Zhang, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. La 18e édition des Sérénissimes de l'humour se termine ce samedi soir. Vous êtes peut-être allés voir les artistes qui se sont produits sur la scène du Grimaldi Forum depuis mardi, entre Manu Payet, François-Xavier de Maison ou encore Boudère. Et bien ce vendredi, place aux jeunes talents avec la traditionnelle soirée comédie des Sérénissimes. Une occasion de découvrir de nouveaux humoristes. Fabien Bonilla, Justin Hadel et Hugo Comasa y étaient. Ils sont 5 filles et garçons dans le vent ou en tout cas la nouvelle génération de la scène française. Une soirée présentée depuis de nombreuses années par un monsieur loyal, Calixte de Nigremont. Quand vous venez voir un artiste que vous connaissez par cœur et dont vous espérez qu'il va vous faire ses meilleurs sketchs ou dont vous connaissez l'univers, c'est pas la même approche que quand vous venez voir des gens que vous ne connaissez pas. Et donc du coup vous êtes intellectuellement disponible différemment. Ça c'est la première chose. Et puis on est sur du stand-up pour le coup. C'est le comédie des Sérénissimes, donc on est vraiment sur une forme d'humour très particulier qui est l'adresse directe au public. Et ça change aussi un petit peu la donne. On verra comment ça va se passer. Moi en ce moment j'essaye de tout miser sur mon visage. Rigolez pas sinon je vous éclate. Là, j'ai hésité, je voulais faire de la chirurgie esthétique. Il y en a qui l'ont déjà fait ici? Oh non, vous dites oui normal et tout? Mais j'adore, vas-y, dites-moi, vous avez fait quoi? Ah, les seins. Allez, c'est gênant, on enchaîne. Ok. Par ordre de passage, Rodrigue, Marine Leonardi, Ghislain Blic, Laurent Barra et Sophia Bellabès, chacun sa route, chacun son chemin et surtout, chacun son style. C'est de l'humour bienveillant mais qui picote un peu. J'ai un spectacle qui s'appelle Écran Total sur la dépendance aux écrans. Et ce soir, je vais titiller un peu l'actualité, mais en douceur. Et puis le monde qui nous entoure, la dépendance aux écrans, ce que ça joue sur nous en termes de relations privées, amoureuses et tout. Enfin, ça a bouleversé la société. Et je vais parler de tout ça. Et puis je ferai une imitation aussi de Maïté. Vous vous rappelez de Maïté? Voilà, c'est mon grand talent. Maïté, pour les plus jeunes, c'était une présentatrice de télé cuisinière qui avait littéralement violé une anguille. Devant des millions de téléspectateurs, elle était là. Mais vous inquiétez pas, Micheline, elle ne souffre pas, elle ne souffre pas. Comme un speed dating, ils ont eu chacun une dizaine de minutes pour convaincre, et a priori, au son des rires, ça a fonctionné. C'était très détendu, en fait, c'était très simple, ça bouscule un petit peu, ça choque, mais en fait, Monaco, c'est une ville qui sait vivre, une principauté qui sait s'amuser, donc franchement, c'est le naturel et on a été ravis de cette soirée. C'est toujours sympa, c'était amusant, en plus, c'était des nouveaux talents, moi j'ai bien aimé. Je vais vous parler d'un pote à moi, je vais vous parler d'un vieux copain, Frédéric. Voilà, Fred, un vieux pote, Fred qui disait toujours, le cancer, c'est comme les feux rouges. C'est dans la tête. Repose en paix, Fredo. Écoutez, c'était une surprise parce qu'on me l'a offert et j'ai grandement apprécié. On retrouve Alexandra Pani à présent pour la chronique américaine de cette semaine. Alexandra, bonsoir. Vous êtes de retour à New York pour nous parler d'une fête irlandaise connue dans le monde entier. Bonsoir à vous. Et mon pull vert est un indice. Le vert est la couleur à adopter pour la Saint-Patrick, célébrée le 17 mars. Et en cette veille de fête irlandaise, je me suis rendue à l'American Irish Historical Society pour en apprendre un peu plus sur ce fameux St. Paddy. Située en plein Museum Miles, sur la 5e avenue, cette ravissante maison en pierre abrite l'American Irish Historical Society. Fondée en 1897, elle a pour vocation la promotion de la culture irlandaise sur le territoire américain. We're a historical society, so we have very good archives. We have some very important papers, from Irish history, lots of New York Irish American politicians, some documents relating to Irish independence back in Ireland.
À quelques jours de la Saint-Patrick, les événements se bousculent ici. Ce jour-là, 30 jeunes musiciens venus de la ville de Kerry en Irlande proposaient une sélection de musique et danse folklorique, de quoi nous plonger déjà dans l'ambiance. Comment ne pas se laisser emporter par ces airs entraînants ? Il se dit qu'à la Saint-Patrick, tout le monde est irlandais. C'est aujourd'hui peut-être l'une des fêtes les plus populaires reprises dans une très grande majorité des pays occidentaux. The Irish toast is sláinte, which means good health, so we don't really, we wouldn't like to associate with just partying. But certainly it has become an immigrant tradition. So in America, they eat corned beef and cabbage, which we wouldn't have eaten at home in Ireland. We would eat bacon and cabbage. Even the soda bread is an American-Irish invention because baking soda was invented in America. So, which I think is lovely because this old, ancient, traditional kind of holiday had to be adapted in America by the immigrant community. So they're kind of holding on to their past, but they're reinventing it. Pour célébrer Saint Paddy, comme on l'appelle ici, l'on porte du verre, l'on arbore son trèfle ou shamrock, certains boivent de la bière brune irlandaise. Mais d'où vient exactement cette tradition ? Saint Patrick est arrivé en Irlande en tant qu'esclave au IVe siècle, vendu par des pirates. Il y restera environ 7 ans, puis s'échappera et apprendra la théologie, et passera même 2 années au monastère des îles de Lérins. Il revient ensuite sur l'île d'Emeraude pour évangéliser les habitants. Il est le saint patron de l'Irlande et le 17 mars est la date de sa disparition. En Irlande, il s'agit d'une fête familiale qui est ensuite arrivée aux États-Unis par les soldats irlandais. Today it has of course taken over, as you say, it's more a celebration, people wear green. It's not so performative in Ireland, you do, certainly your town has a parade, but they tend to be quite family and casual. Chicago dyes the river green, and in New Orleans they throw cabbages at you because it's like the Mardi Gras with the beads. New York is quite formal. And I think that's because in the 19th century, especially in New York and Boston, there was a big pushback against Catholic immigrants. So you'll see like a lot of firemen and policemen and army. It's very formal. And, even if you march with your school, it's kind of business casual. There's no floats, there's no ferries, there's no St. Patrick, Pas de folklore donc pour la parade new-yorkaise, mais elle est tout de même la plus importante au monde. Près de 200 000 spectateurs sont attendus sur la 5e avenue. Et si vous aussi vous souhaitez célébrer cette grande tradition irlandaise, où que vous soyez en ce 17 mars, un leprechaun saura vous montrer le chemin. Merci Alexandra, et si vous le souhaitez, vous pourrez fêter la Saint-Patrick dans divers établissements de la Principauté, mais aussi ce dimanche midi au marché de la Condamine. Terminons ce journal avec un point météo. Justin Del, bonsoir. Quel temps fera-t-il pour ce dernier jour de la semaine ? Bonsoir Yannick, une journée nuageuse vous attend demain en Principauté. Le soleil aura du mal à pointer le bout de son nez. Mais rassurez-vous, les températures ne seront pas impactées, 12 à 15 degrés. Le thermomètre de l'eau, lui, atteindra les 15. C'est donc globalement un temps doux pour terminer la semaine. Demain, le soleil se lèvera à 6h36 et se couchera à 18h40. En ce dimanche 17 mars, une pensée à nos amis irlandais, c'est la Saint-Patrick. C'est la fin de votre édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve ce dimanche à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité monégasque. Je vous laisse avec les photos de la journée porte ouverte du pavillon Bozio. Elles sont signées Stéphane Dana. Passez une excellente soirée, à demain.